Salut à tous, c'est The Dargonium. Je vous présente une rediffusion de plusieurs vidéos datant du milieu des années 2010, réalisées par Aboudner TV, une chaîne YouTube ayant aujourd'hui disparu. Dans celle-ci, il contre-argumente des thèses révisionnistes, c'est-à-dire des thèses qui remettent en question l'existence des chambres à gaz homicides dans les camps nazis durant la Seconde Guerre mondiale. En France, ces thèses tombent sous le coup de la loi Guesso. C'est pour ça que je vous demanderai de faire très attention à ce que vous dites dans l'espace commentaire. Pour tous ceux qui voudraient quand même débattre de ce sujet sensible, merci de ne pas le faire ici, mais de plutôt me contacter en privé. Bon visionnage. Une chambre à gaz est forcément quelque chose d'extrêmement compliqué. Le gaz est en effet une arme très difficile à manier. Autant il peut être facile de se tuer soi-même avec du gaz, autant il est difficile de tuer quelqu'un d'autre avec du gaz sans courir soi-même de terribles risques. Bonjour, Robert Faurisson vient de nous présenter l'argument qui sera étudié dans cet épisode, la difficulté d'utiliser sans danger l'acide cyanhydrique pour tuer quelqu'un. Pour ce faire, il prend l'exemple des chambres à gaz américaines, utilisées pour l'application de la peine capitale dans certains États, jusqu'en 1999. Il faut pour cela aller voir une chambre à gaz américaine. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé dans un pénitencier à Baltimore. Alors, j'ai vu ce que c'était à Baltimore. C'est d'une complication épouvantable. C'est fait d'acier très épais. C'est une espèce d'habitacle avec des verres en herculite. Il y a un système de ventilateur orientable pour, après l'exécution, aller chercher le gaz pour le chasser vers un aspirateur très puissant qui va envoyer ce gaz dans ce qu'on appelle un barboteur ou neutralisateur, par exemple à la soude, et le produit censé avoir été neutralisé va s'échapper par la cheminée la plus haute du pénitencier, et le jour d'une exécution, les gardes n'ont pas le droit de se promener dans les hauteurs. Or, qu'en est-il réellement? Et surtout, les exécutions ont-elles toujours fait l'objet d'un tel luxe de précaution? Pour répondre à cette question, intéressons-nous à l'exécution de Guy John, exécuté pour meurtre en 1924 par l'État du Nevada. Voici la pièce où Guy John périt. On peut constater la présence de l'imposant fauteuil de bois sur lequel il fut attaché, et un vaporisateur d'acide cyanhydrique liquide. On peut constater qu'il s'agit d'une construction en maçonnerie, ressemblant en cela aux chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau, avec une fenêtre, d'où les témoins assistèrent à l'exécution. Robert Faurisson en parle d'ailleurs dans son blog. La première exécution d'un condamné par le moyen du gaz eut lieu à Carson City, dans le Nevada, en 1924. Elle faillit tourner à la catastrophe. La raison de cette mésaventure vaut d'être méditée, parce qu'elle permet de mesurer la naïveté de la plupart des gens, y compris des scientifiques, des ingénieurs et même parfois des toxicologues, qui parlent des chambres à gaz nazies. Ces gens ont tendance à oublier que de toutes les armes, le gaz toxique est probablement la plus difficile à utiliser, surtout si on l'applique à la matière humaine. Donc, selon Robert Faurisson, l'exécution aurait tourné à la catastrophe, mais cela est parfaitement faux. Voici la lecture d'un article relatant cette exécution. Il est revenu avec l'HCN qui alors a été pompé directement dans la cellule de Jones pendant qu'il dormait pour essayer de le tuer. Cependant, les gardes ne savaient pas que le gaz allait s'échapper à travers les barreaux de la cellule et se propager, donc il n'a pas tué Guy John. Ensuite, les gardes ont créé une chambre à gaz temporaire dans la boucherie de la prison. Après que la boucherie ait été transformée, il était temps pour l'exécution de John. Il a été placé dans un fauteuil de 8 pieds par 10 pieds par 8 pieds, qui a été placé à côté d'une fenêtre où le public pouvait se pencher et regarder les événements se dérouler. C'était le matin du 8 février 1924, et 4 livres d'acide cyanhydrique ont été pompés dans la chambre de fortune qui abritait Guy John lui-même. La chambre a été décrite comme froide, en raison de la défaillance de l'appareil de chauffage, et la température était seulement de 52 degrés Fahrenheit, 11,10 degrés Celsius, au lieu de 75, 23,9 degrés Celsius. Guy avait perdu toute conscience après seulement 5 secondes de présence dans la chambre, et ses mouvements cessèrent après 10 minutes. Certains témoins ont momentanément pensé sentir l'odeur des fleurs de mandier, un signe révélateur de cyanure, une fuite de la chambre. Il a été demandé à la foule ensuite de quitter les lieux afin que personne ne soit affecté par la fuite de gaz. Par la suite, le corps de Guy John a été retiré de la chambre et il a été déclaré mort à l'âge de 29 ans. On peut donc constater que, certes, il y eut une fuite car les témoins ressentirent l'odeur caractéristique d'amande amère de ce gaz,
Mais comme nous l'avons vu la semaine dernière, il suffit d'1 ppm de ce gaz pour le sentir. Aucun malaise n'a été relaté, et la seule victime de cette opération, outre quelques chats sacrifiés pour l'expérience, fut Gideon lui-même. Mais cet article montre également qu'une tentative fut faite d'exécuter le condamné dans sa cellule pendant son sommeil. Ce fut un échec, car il fut impossible d'atteindre une concentration létale à cause de l'absence totale d'étanchéité de sa cellule. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aucun dégât collatéral ne fut enregistré. Ce qui veut dire qu'une fuite, même importante, fut sans conséquence. La difficulté n'est pas d'échapper soi-même à l'empoisonnement. La difficulté est de parvenir à réunir et à maintenir une concentration mortelle dans le local. Pour expliquer cela, il est important de se pencher sur les propriétés physiques de l'acide cyanhydrique. On constate que la densité du cyanure d'hydrogène gazeux est inférieure à 1, ce qui veut dire que la masse volumique de ce gaz est inférieure à celle de l'air. Dit plus simplement, ce gaz est plus léger que l'air. Ce qui veut dire qu'une fuite de ce gaz ne provoquera pas de concentration locale. Voyons cela sur une animation. Voici par exemple une reconstitution de l'exécution de Gideon. Gideon est soumis à une dose létale d'acide cyanhydrique et meurt. Maintenant, regardez ce coin de fenêtre insuffisamment étanche. Une partie du gaz, entouré en rouge, va donc s'échapper. Mais comme il est léger, il va s'élever et se diluer dans un grand volume d'air, entouré en rouge, faisant baisser considérablement sa concentration. L'observateur ne sera donc pas incommodé par le gaz. Au plus, il en sentira l'odeur, car ce gaz se sent à partir de 1 ppm. C'est pour cela que ce gaz ne fut jamais employé comme gaz de combat, et qu'il lui fut préféré des gaz beaucoup plus lourds que l'air, comme le phosgène ou le gaz moutarde. Il est tout simplement impossible d'empoisonner quelqu'un à l'air libre avec de l'acide cyanhydrique. L'argument suivant de Robert Faurisson est donc parfaitement ridicule. L'acide cyanhydrique est absolument redoutable, et à 20 mètres de là, vous aviez l'hôpital SS. Ils auraient été gazés, tous ces gens. Robert Faurisson nous conte alors une anecdote qui passe du ridicule à l'absurde. Et mieux, attendez, les gens, les verts, comme on les appelle, les écologistes, protestaient du temps que ça existait, ces exécutions par chambre à gaz d'un condamné, contre le fait que les mouettes, par exemple à Saint-Quentin, au bord de la mer, étaient tuées. On sait maintenant que les oiseaux ne risquaient absolument rien, ce qui prouve le manque total tant de culture scientifique que de sens et réalité de M. Faurisson, ainsi que sa capacité à inventer des anecdotes de toutes pièces. Or, le cyclone B était également utilisé pour l'épouillage des vêtements. Il y avait des chambres produites par Delgueche, mais également des locaux aménagés pour cet usage. Les conditions d'un gazage d'épouillage sont différentes de celles d'un gazage homicide. L'homme étant un animal à sang chaud, avec un très fort métabolisme et donc un grand besoin en oxygène, il sera beaucoup plus sensible aux effets de l'anoxie, en comparaison avec un insecte. De plus, les insectes sont plus difficiles à atteindre, car ils se trouvent dans des replis de tissu. De sorte qu'il est nécessaire d'appliquer un taux supérieur à 7000 ppm pendant plusieurs heures, au lieu de 300 ppm pendant quelques minutes, comme nous l'apprend ce document. Je vais vous lire un extrait du document ANI 9912, qui est un mode d'emploi du zyklon B dans le cadre de gazage d'insecticides. Les négationnistes ne peuvent réfuter ce document, car ils s'y réfèrent régulièrement comme preuve d'une improbable impossibilité physico-chimique. Notons que ce document a été présenté par Robert Faurisson, sur un article daté de 1977 et republié sur son blog. C'est d'ailleurs la traduction issue de ce site que je vais vous lire. La concentration du gaz et sa durée d'action dépendent de la nature des parasites, de la température, du degré de remplissage des locaux et de l'étanchéité du bâtiment. À des températures intérieures de plus 5 degrés C, on prend généralement 8 grammes par mètre cube d'acide prussique. Durée d'action 16 heures, à moins que des conditions particulières, une construction fermée par exemple, ne requiert moins de temps. Quand il fait chaud, on peut descendre jusqu'à 6 heures. À des températures inférieures à plus 5 degrés, allonger la durée d'action jusqu'à 32 heures ou moins. La concentration et la durée suspensionnée sont à observer pour punaises, poux, puces, etc. avec eux, larves et pupes. Pour les teignes, plus 10 degrés C, 16 grammes par mètre cube et durée d'action de 24 heures. Mythe de la farine, comme pour les punaises. Notez d'ailleurs la malhonnêteté de M. Faurisson, qui fait une comparaison fallacieuse entre un gazage insecticide de locaux d'habitation et un gazage homicide dans un local prévu pour cet usage. Il existait 2 bâtiments prévus pour cet usage, situés en face à face, respectivement dans les sections B1A et B1B de Birkenau, comme on les voit sur cette vue aérienne. Ces bâtiments étaient conçus suivant ce plan, avec la chambre à gaz, aveugle et des antichambres. On peut constater l'absence d'un local technique qui aurait été rendu indispensable s'il avait été nécessaire d'utiliser un barboteur, un système de ventilation sophistiqué ou quelque équipement utilisé aux USA et qui, selon Robert Faurisson, serait absolument indispensable à l'utilisation de ce gaz.
Sur cette photo, on constate que le bâtiment est en briques rouges, comme les chambres à gaz des grands crématoriums, 2 à 5, pas non plus de haute cheminée. En ce qui concerne les distances, nous pouvons constater que la clôture se trouve à moins de 10 mètres du mur extérieur et à 20 mètres de l'allée entre les deux sections. Malgré les taux nécessaires, on peut constater que le bâtiment en question est en maçonnerie classique. Petites briques rouges comme les chambres à gaz des grands crémats. Il n'y a pas non plus tous ces gadgets que Robert Faurisson mentionne pour les chambres à gaz américaines. Barboteur, haute cheminée. De plus, l'air autour du bâtiment est assez restreinte. Maîtrisant parfaitement l'emploi de ce gaz, l'ISS pourtant avait mis en place les mesures nécessaires pour leur sécurité. C'est pourquoi l'assertion suivante de Robert Faurisson apparaît hors de propos. Vous savez que quand vous voulez traiter un bâtiment, même une chambre simplement d'un immeuble, vous êtes obligé, quand il s'agit du Zyklon B, vous êtes obligé de faire évacuer d'abord tout le bâtiment, puis tous les environs. Et d'apposter des gardes, c'est extrêmement dangereux. Cette assertion est d'autant plus ridicule que les baraquements étaient aussi traités avec ce produit. Ici, aucun équipement d'étanchéité, pas de porte étanche au gaz et pas non plus d'aérateur sophistiqué, de barboteur ou de cheminée interminable. La conclusion de tout ceci est qu'il était parfaitement possible au SS de pratiquer des gazages homicides au Zyklon B en toute sécurité, c'est-à-dire en ne risquant aucun empoisonnement lors du gazage local du fait d'un éventuel manque d'étanchéité, ni même lors de son aération. Il maîtrisait en effet parfaitement l'aération de l'intérieur des locaux, dans le cas des gazages insecticides, ce qui permettait de revenir y habiter, pour le cas de baraquement, ou de porter ensuite les vêtements désinfectés, pour les chambres d'épouillage. Ils avaient donc la parfaite maîtrise de ce produit pour des gazages insecticides, enseigné par Bruno Tej de Testa, qui nécessitait, il faut le rappeler, des quantités de gaz beaucoup plus importantes que pour les gazages homicides. Cette vidéo démontre, une fois de plus, que les négationnistes, pour servir leur discours, falsifient ouvertement les données physiques de ce gaz, prouvant que leur démarche n'est que pseudo-scientifique. Nous allons nous intéresser à un argument qui est abondamment utilisé par les négationnistes. Le gaz HCN utilisé dans les chambres à gaz est hautement explosif, et l'utiliser près des crématoires aurait fait exploser le bâtiment. Cet argument est utilisé depuis des décennies par notamment Jürgen Graff, Fred Lechter, comme le montrent ces extraits de son rapport. Le gaz aurait atteint les fours et, après avoir tué les techniciens, il aurait provoqué une explosion qui aurait détruit le bâtiment. En outre, le bâtiment en ciment est radicalement différent des autres constructions de l'installation. En bref, le bâtiment ne pouvait pas être utilisé dans le but qu'on lui attribue et ne correspond même pas aux nécessités minimales de construction d'une chambre à gaz. Et surtout Robert Faurisson, qui en a fait un axe de son argumentaire, comme le montrent les extraits vidéo suivants. Je ne comprends pas comment on aurait pu l'utiliser, lui qui est inflammable et explosible, à proximité des fours crématoires. En plus, c'est un gaz qui est explosible et en fumant, de quoi provoquer une formidable explosion. L'acide cyanhydrique qui aurait été tout à côté des fours crématoires. Là, le boom, vous l'avez. Où le gaz cyanhydrique est explosible et que ça serait une folie que d'aller mettre ça à proximité de la salle des fours où vous avez des fours à 900 degrés. Or, qu'en est-il vraiment? L'examen des propriétés physiques de ce gaz montre que son seuil d'inflammabilité ou d'explosivité est à 56 000 parties par million, soit 5,6% en volume. Ce qui veut dire qu'il faut 5,6 cm3 de gaz cyanhydrique réparti dans 100 cm3 d'air pour que ce mélange puisse exploser. Pour les très faibles concentrations, on préfère en effet parler de parties par million, car manipuler des fractions de pourcent ne serait pas pratique. Maintenant, quels sont les seuils des effets biologiques de ce gaz? Un rapport de l'INERIS nous le précise. Voilà le tableau de l'INERIS des effets biologiques de l'acide cyanhydrique en fonction des taux d'exposition. Donc, de 0,2 à 5 ppm, on a la limite de perception olfactive. À 10 ppm, la limite admissible pour une exposition de 8 heures. Entre 30 et 35 ppm, on souffre de céphalée après quelques heures. Entre 45 et 55 ppm, c'est toléré pendant 30 minutes à 1 heure, sans trouble immédiat ou retardé. Entre 110 et 135 ppm, c'est létal en 30 minutes à 1 heure. À 135 ppm, c'est létal en 30 minutes. Et entre 180 et 280 ppm, c'est létal en 10 minutes ou moins. A noter, selon certains auteurs comme Jean-Claude Pressac, les SS pouvaient atteindre des taux très largement supérieurs au seuil létal. On parle effectivement d'un taux maximal atteint de 4 à 40 fois le taux létal, soit 1200 à 12 000 ppm. Pour que ce soit plus parlant, je vais vous présenter une animation montrant ces seuils biologiques conformes à l'INERIS en rapport avec le seuil d'explosivité.
Cette animation a permis de montrer la disproportion énorme entre les seuils létaux et le seuil d'explosivité. Même à admettre un surdosage de Zyklon B compris entre 4 et 40 fois les seuils létaux, le risque d'explosion était parfaitement nul. Bien que cet argument d'explosivité ait été réfuté à de nombreuses reprises, Robert Forisson continue à l'utiliser, avec une anecdote se voulant marquante. Je parlerai du fait que c'est explosible. Comment se fait-il que le prisonnier qu'on va exécuter est très légèrement vêtu et il est, j'oserais dire, serré à mort sur son siège? Alors, glisser des granulés de poison sous son siège perforé, bon, ça se fait du dehors, c'est facile. Quoique ça demande, je crois, 48 heures de préparation, tout ça. Hein. Au moins 24 heures, en tout cas. Comment se fait-il qu'il soit serré à ce point? Eh bien, c'est parce que si jamais le prisonnier bouge, se frotte, il y a un risque de déclenchement d'explosion par l'électricité statique. À ce point-là? C'est à ce point-là. Indépendamment du fait que, comme je l'ai démontré, la concentration d'acide cyanhydrique utilisée pour tuer n'avait aucune chance de pouvoir provoquer la moindre explosion, convenons que de la part des pénitenciers US, après avoir pris des précautions draconiennes de sécurité pour éviter d'empoisonner le personnel ou les témoins de l'exécution, il eût été particulièrement surprenant qu'ils prennent le risque de jouer à la roulette russe avec un soi-disant risque d'explosion du pénitencier au moindre mouvement du condamné, et ce en pleine conscience. L'invalidité scientifique de cet argument a déjà été démontrée auparavant, mais cette anecdote nous oblige à nous poser quelques questions sur la probité de son auteur. On peut se demander pourquoi alors le condamné est si fermement attaché. En fait, il faut savoir qu'une exécution capitale aux USA se tient devant des témoins, journalistes accrédités, famille de la ou des victimes, famille du condamné. Il est hors de question d'offrir dans ce cas un spectacle par trop choquant. Nous voyons ici une photo d'une salle d'exécution aux USA. Derrière ces grilles se tiennent les témoins. Remarquez le rideau, servant à dissimuler les ultimes préparatifs, la levée du corps et également le processus en cas de problème. Remarquez également ces solides sangles de cuir, destinés à arrimer fermement le condamné, comme dans une chambre à gaz judiciaire ou une chaise électrique. Ici pourtant, aucun gaz n'est utilisé, mais le souci d'éviter un spectacle choquant demeure. Nous verrons dans une vidéo ultérieure le mode d'action de l'acide cyanhydrique. Mais il faut savoir d'ores et déjà qu'il agit en provoquant une anoxie au niveau cellulaire. Quand cette anoxie touche le système nerveux central, la victime présente de vives convulsions. Et c'est pour masquer ces convulsions que le condamné est fermement attaché, afin de présenter une exécution présentable au public. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle aura permis de démystifier un peu la fable négationniste. Bonsoir.